Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'expert IT, présenté par le cabinet de recrutement Zenith RH. Je m'appelle Stevie et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode où on va parler d'IA, un sujet dont on nous a souvent parlé dans la communauté, parce que c'est un sujet qui déchaîne les passions et et les réflexions. Aujourd'hui, je suis accompagné de Christian Vigne. Bonjour. Hello. Et je vais te laisser te présenter et expliquer ce que tu connais de l'IA et pourquoi tu es doué dans ce sujet. Hello Stevie, hello à tous. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Christian. J'ai 42 ans et j'ai beaucoup travaillé chez Google pendant 13 ans, où le sujet de l'intelligence artificielle a eu un très gros impact sur le marketing digital. J'ai été longtemps chez Google en tant que Product Marketing Manager et Go-to-Market Manager. Et une des solutions dont j'avais la charge en 2015 a été complètement disruptée par l'IA et en particulier le machine learning. Et donc j'ai développé un fort intérêt pour la technologie, pour l'impact que la technologie a sur les organisations, que j'ai pu observer avec nos clients pour la région IMIA. Et depuis, j'ai quitté Google il y a quelques mois et j'ai lancé une activité de conseil pour les entreprises. Et j'aimerais bien, je l'ai déjà fait un petit peu, mais j'aimerais bien le faire encore plus, conseiller les dirigeants sur leur stratégie IA avec cette idée de donner du sens à l'IA. Aujourd'hui, l'IA s'impose un peu comme un impératif, et je pense qu'il y a beaucoup de directions, d'entreprises, d'individus qui savent pas par où prendre le problème et comment maximiser cette opportunité. Voilà, la société s'appelle Nara Conseil et voilà, voilà où j'en suis. Super. Bah, moi, je suis un peu un néophyte, franchement, de l'IA. Je le découvre en même temps que tout le monde. J'entends beaucoup de choses de part et d'autre. Et je pense que comme pour beaucoup de freelance et de personnes qui sont autour de nous, que ce soit freelance, recruteur, euh, on doit s'adapter à quelque chose qu'on comprend pas. Et donc, avant de commencer à partir vraiment dans des sujets, j'aimerais bien qu'on redéfinisse ce que c'est l'IA, le machine learning. Je t'ai entendu dire le machine learning, deep learning, sur tous ces termes-là. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est l'IA? Pas l'IA en gros, hein, je mets... C'est une question vraiment compliqué. Si on commence par le machine learning, je pense que, en tout cas, ma compréhension de ce que c'est la capacité qu'ont des machines à reproduire des patterns passés. Voilà. À travers l'observation, l'ingestion, le traitement de volumes de données très conséquents, la machine est capable de prédire un next item qui sera le plus probable en fonction des probabilités passées. Un exemple que j'aime bien utiliser parce qu'il est très parlant, si je te dis to be or not to, il est très Mm, probable que tu connaisses To be or not to be mm, de mm, Shakespeare. Un ordinateur est capable de faire la même chose que la mémoire humaine parce qu'il y a un très grand volume de phrases de cette citation de Shakespeare qui sont to be or not to be. Il y a a priori peu de citations ou d'extraits dans le corpus des données d'Internet qui dit to be or not to fail, par exemple. Voilà. mm, Ça existe peu. Et donc, cette faible probabilité fait que le fail n'est pas sélectionné mm, et B est mm, sélectionné. Voilà. Donc le machine learning est cette capacité de la machine de répéter le passé. mm, Ce mm. qui ne veut pas dire prédire le futur. Et là, je pense qu'il y a une confusion, mais le machine learning permet de répéter une forme de passé de manière fiable, au sens où on considère que quelque chose qui a une probabilité élevée est fiable. Voilà. Euh, Ok. L'IA générative, et je crois que c'est ta prochaine. Enfin, je me doute que c'est ta prochaine question. L'IA générative, alors c'est encore une fois, c'est une interprétation, c'est une lecture hein, parmi d'autres. Mais l'IA générative, c'est mettre des mots sur les statistiques. C'est le même principe que évoqué précédemment, plutôt que faire des prédictions sur des chiffres, par exemple une prédiction d'un taux de conversion d'une marketing digital, on va appliquer cette prédiction sur un mot et ça porté à l'échelle avec des capacités de calcul gigantesques euh, et de, euh, et de traitement de l'information. Ça donne ChatGPT, ça donne la capacité à générer du texte long, du texte pertinent, une impression d'humanité et d'interaction. Ok.
Bah, c'est trop intéressant et c'est marrant, tu as fait un peu la distinction entre, ça prend des données du passé et ça ne crée pas le futur et j'aimerais bien que tu, bah, expliques un peu plus ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on peut pas, avoir de créativité ou ça peut pas on peut pas inventer des choses avec le machine learning? Non, non, je pense que la question de la créativité, c'est une question, un peu à part. Mmh. Heu, Sachant que la prédiction du futur et la créativité, c'est 2 choses un peu différentes, Mmh. hein. Ouais, c'est vrai. L'IA est certainement en mesure d'assister des créatifs. Est-ce qu'elle est, créative elle-même? C'est une vraie question. Heu, je vais citer, quelqu'un qui était beaucoup dans la presse ces derniers temps, qui s'appelle Luc Julia, qui est, directeur scientifique IA, je crois, chez Renault. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais donc c'est quelqu'un qui est très présent et qui a beaucoup parlé sur ce sujet. Ses interventions ont fait l'objet de controverses récemment, mais en tout cas, il a publié un livre sur IA et créativité et il a un point de vue très affirmatif sur les IA ne sont pas créatives. C'est d'ailleurs le titre du bouquin que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Un autre regard, et ça j'ai entendu ça dans un podcast de France Culture, qui était plus relatif à la créativité du romancier et de l'écrivain. Il y avait deux universitaires qui débattaient sur le sujet, et il y a une universitaire spécialiste des questions de créativité et d'écriture qui disait l'écrivain, le romancier, se bat contre le langage. Donc le romancier, l'écrivain, il va chercher à s'éloigner de la facilité. Euh, et j'ai beaucoup aimé cette expression d'aller Mmh, ouais, contre le langage. Quand on pense à l'intelligence artificielle, c'est exactement l'inverse. Elle va c'est vrai. avec le langage, elle va avec la probabilité, elle va avec le 96% de ce qui a été dit au préalable. Euh, euh, voilà, donc pour moi ces deux aspects et c'est pas le fruit d'une thèse hein, parce que c'est un sujet Mmh. vraiment compliqué, mais ces deux aspects me poussent à dire que les IA ne sont pas créatives. Les IA OK. assistent la création, mais en tant que telles, elles ne peuvent pas être créatives précisément parce qu'elles sont répétition du passé. Euh, mais je pense que là c'est une petite bombe parce qu'il y a, il y a plein de, il y a plein d'avis, il y a certainement mille avis contradictoires Mmh. sur la question. Ouais. OK. Oui et ah oui, et je comprends du coup, la différence entre, bah, parler du futur et parler de du coup de créativité. Parce que souvent on dit que, ben, faut regarder le passé pour voir un peu le futur et que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA en se disant, ben, que ça va permettre de comprendre des choses plus facilement, plus rapidement grâce, ben, aux probabilités que ça peut apporter. Certainement parce qu'on est en mesure d'analyser un plus grand volume de données. Donc oui, il va y avoir une forme d'accélération de la découverte et c'est ce que DeepMind fait sur le sujet de Mmh. la santé, de la découverte des protéines, tous ces calculs extrêmement intensifs qui sont impossibles pour les êtres humains vont être délégués à la machine et il va y avoir une forme d'inventivité, effectivement de créativité, mais la créativité vient d'une capacité de calcul supérieure par rapport à ce qu'on avait au Mmh mh. préalable. Est-ce que c'est de la créativité ou est-ce que c'est une accélération de la découverte? Ce qui n'est pas la même chose, encore une fois, hein. Je pense que c'est Ouais. surtout une accélération de la découverte plutôt que... Mmh, OK. Dans le cadre du marketing digital, c'est exactement ce qui s'est passé. En 2015, Google a dit, bah, on a des outils, on a une technologie qui nous permet d'analyser des signaux d'intention d'achat, de clic, de conversion, de téléchargement. Et cette capacité de calcul de la machine est largement supérieure à celle des humains, en fait. OK. Euh, et, et, et voilà, donc quand l'IA remplace l'humain ou quand elle va remplacer certaines tâches de l'humain, j'aurais pas dû Mmh dire remplace l'humain parce que c'est pas vrai, elle va remplacer certaines tâches que faisait l'humain, c'est par sa capacité à accélérer des choses en plus grand nombre. Donc c'est un peu, ça la promesse que fait, que présente l'IA. C'est que du coup pour les entreprises, si beaucoup l'adoptent, c'est pour avoir un je sais pas, plus de productivité, se débarrasser des choses qui sont peut-être récurrentes. Heu, c'est pour, analyser, ben, de plus gros volumes de données et déléguer certaines choses. Et quelles sont les tâches, tu vois, émerger de, ben, de cette utilisation de l'IA en entreprise? Les tâches, tu veux dire, les tâches Ouais, les tâches récurrentes, pour enfin,
je parle encore au niveau des freelances, avec qui on travaille. En quoi, eux, ça implique quelque chose dans leur quotidien que d'avoir ce rapport à l'IA? C'est à part le fait qu'on leur demande tout le temps, maintenant, de travailler sur la data, d'avoir un petit pan IA et mais qu'est-ce que ça veut dire aussi avoir un petit pan IA? Je vais essayer de parler de ce que je connais. Bien Je pense sûr. que dans le marketing digital, c'est évident qu'il y avait énormément de choses qui étaient faites et qui sont certainement encore faites aujourd'hui par des équipes humaines et qui peuvent être déléguées à la machine. En l'occurrence, je me suis beaucoup occupé d'une solution Google de marketing digital pour les développeurs d'applications. Avant le lancement de cette solution, les équipes marketing faisaient tout un travail manuel de sélection des emplacements, des mots-clés, de création des annonces, tout un travail un peu de fourmi, hein, et c'est vraiment ça qui se passait, mais de fourmi. Avec la nouvelle solution que Google a mise sur le marché en 2015-2016 pour les développeurs d'applications, en fait, on leur a dit, bah, donnez-nous votre objectif, votre coût d'acquisition cible, et la machine va faire le reste. La machine va apprendre sur vos données de conversion passées, va tester des itérations sur différents réseaux, le search, YouTube, le réseau display, et ainsi de suite. Et avec ça, on va être en mesure de l'automatiser. Donc, il y a une constante dans les projets d'IA quand il y a un remplacement par l'IA, c'est quand il y a un gros volume de données. Bon, de toutes les façons, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans gros volume de données. Je crois que OK. ça, c'est tout le monde l'aura compris. Euh, il y a un autre aspect, à mon avis, qui est intéressant, et là, c'est une expérience de freelance à l'équipe, le journal. Le journal a fait tout un tas d'expérimentations IA, mais il y a une expérimentation, enfin il y en a plusieurs, mais une qui est publique, qui est le résumé de commentaires. Donc sur le journal L'équipe, les lecteurs sont très engagés sur les articles et ils laissent un volume de commentaires très élevé, notamment sur les grands matchs ou les sujets polémiques pour lesquels il y a Mmh. débat ou pour lesquels il y a beaucoup de supporters et ainsi de suite. Je suis pas très familier Bah, du sport, mais j'imagine que le ballon rond, des choses comme ça récentes, Ballon d'or il y a pas longtemps, le hein. ballon d'or, pardon, ballon rond. Tu vois à quel point je suis pas dans le sport. J'ai compris tout de suite. Le ballon d'or. Ouais, Ouais. désolé. Le ballon d'or. Et donc, ils ont mis en place cette fonctionnalité de résumer des commentaires. C'est quelque chose qui aurait été impossible. Enfin, je pense pas que Mmh. l'équipe aurait embauché quelqu'un pour faire des résumés de commentaires. C'est donc une deuxième composante des projets d'IA, c'est la récurrence des tâches. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, qui est répétitif et qui peut être automatisé? Je pense que le troisième élément d'un projet IA, c'est avoir un objectif clair, c'est avoir un rendu clair. Dans le cadre du marketing digital, ça marche parce que les annonceurs savent clairement ce qu'ils veulent. Je veux plus de downloads, je veux plus de clics, je veux plus de conversions, je veux plus de ROI. Donc ils arrivent à objectiver leur objectif. Voilà. Mmh. Ils arrivent à rendre les choses très concrètes. Dans le cadre de l'équipe, l'objectif, c'est fait une synthèse de 5 lignes de ce Mmh. texte-là. Donc, encore une fois, il y a un objectif, il y a un état futur désiré très clair sur ce qu'ils souhaitent. Il y a certainement beaucoup d'autres composantes de projets IA, mais pour les consultants et les freelances qui écoutent, on peut aussi on peut se poser la question de la pertinence des projets IA dans ce sens-là, quoi. Où est-ce qu'il y a beaucoup de données? Où est-ce qu'il y a beaucoup de données de qualité, idéalement? Où est-ce qu'il y a une récurrence opérationnelle des équipes? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours, tout le temps? Euh, et où est-ce qu'il y a un objectif clair? Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu dans le. on- c'est mon impression, mais qu'on oublie un peu dans Mmh. les projets IA. L'IA, c'est un outil qui va rendre un service en fonction d'un objectif donné. Voilà. Et très souvent, l'impression que ça me donne, c'est qu'on commence par la technologie sans nécessairement s'être posé la question du besoin, à savoir de l'objectif. Et tout le travail du consultant, et des cabinets de conseil et des chargés de déploiement, c'est précisément d'aller creuser ces cas d'usage Mmh. Mmh. fonctionnels et partir de là. C'est un principe clé du product management. On commence par le problème, jamais par la solution. Alors qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une pression monstrueuse des éditeurs de cette technologie côté US, la solution précède le problème, d'une certaine manière. Et ça crée un espèce de bottleneck incroyable où tout le monde est en stress, en mode, il faut que je fasse de l'IA, mais je me suis pas nécessairement posé la question. Évidemment, il y a plein de gens qui le font très bien, mais je me Mmh. suis pas nécessairement posé la question du problème. Voilà. Aujourd'hui, comprendre l'IA dans sa finesse, ça permet de faire
un match rapide entre un problème et une éventuelle solution. Ouais. Euh, L'IA n'est pas une solution nécessaire, c'est une solution éventuelle à un problème. Et quelqu'un qui a été exposé à ces technologies-là, à ces cas d'usage, fera ce travail plus vite peut-être que d'autres. Mais je trouve que même là, ce que tu viens de dire, c'est super important et intéressant dans le sens où un freelance, quand on lui propose un projet, en fait, très vite, il peut avec de l'IA, très vite, il peut se positionner si c'est pertinent ou pas. Parce que, les points que tu as dit, de se rendre compte s'il y a de la récurrence ou s'il y a un problème face à la récurrence, s'il y a un gros volume de données et s'il y a un objectif clair, c'est, 3 points que tu peux tester et essayer de comprendre avant d'accepter une mission ou d'aller plus loin et de montrer, ta qualité là-dessus, donc c'est hyper important et intéressant. En termes de candidature, tu veux dire? Ouais, en termes de candidature ou même d'explication sur un projet ou de même, de pouvoir avancer quoi, de dire, OK, et même pour les entreprises finalement. Une entreprise, qui, comme tu dis, on est dans une époque où il y a un peu un flou de sur l'IA, dans le sens où, on veut l'implanter un peu partout. Pour pas se sentir à la ramasse dans quelques années. Repérer ces 3 points-là, ça peut permettre d'identifier plus rapidement, ben, les problématiques qui peuvent aider. J'ai un petit contre-exemple sur sur les candidatures, mais c'est juste Mmh. pour un peu par provocation. Il y a une boîte d'IA générative de premier plan, je dirais américaine, à laquelle je me suis beaucoup intéressé et j'ai postulé chez eux. Voilà. Mmh. Chez eux et ils disent très clairement dans leur process d'application, ils demandent de cocher une case et disent certifie que tu n'as pas utilisé l'IA pour ta candidature. D'accord. Ils te demandent littéralement de promettre que tu n'as pas utilisé un outil dont ils vont te demander de faire la promotion une fois que tu seras embauché. C'est quand même Ouais, dingo. ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est de l'authenticité. Et donc, je me suis retrouvé dans la situation un peu buesque de Mmh. volontairement laisser des typos, des erreurs ou quelque chose qui rendrait mon texte, ma lettre de motivation humaine pour Mmh. m'assurer qu'ils considèrent que c'est pas une machine qui l'a rédigé. Et là, je pense que effectivement, un freelance, un candidat peut mitrailler du CV à longueur Mmh. de journée. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose que je souhaite pour le futur? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a il y a une perte de valeur. Je pense qu'il y a une perte de valeur, quoi. Enfin, Oui. comment dire? Alors, pour des missions Mmh. courtes, euh, je sais pas trop quoi en penser. Mais je pense qu'il y a un risque, en fait. Il Mmh. y a vraiment un risque de perte de sens, en fait. Après moi, je pense que comme toute évolution, il y a un extrême au début et puis il va y avoir son contre-pouvoir et donc Ouais, petit à petit, ça va se réguler et on va arriver à quelque chose de plus normé. Mais oui, au début, ça va être un peu, la la poire. jungle. C'est ça. Totalement. Et on parle de ces premières limites-là, mais une limite dont je voulais parler aussi, c'est surtout, les hallucinations. On parle souvent de ça, et j'aimerais bien d'abord que tu expliques un peu ce que c'est, heu, et heu et ouais, et que tu dises, bah, en fait, pour s'en prémunir peut-être. Encore une fois, je vais essayer de rattacher ça à une expérience concrète, parce que le sujet des hallucinations dans l'IA générative, c'est quand même un sujet assez technique, hein. Il faudrait Mmh. demander un, un, un expert, comment dire, technicien de la Mmh. question. Dans le marketing digital, je pense que je peux faire un parallèle à quelque chose qui se passait au tout début du lancement des campagnes. Et je retrouve des similarités entre le lancement, entre guillemets, du machine learning et le lancement de l'IA générative aujourd'hui avec ChatGPT. 2015, chez Google, on lance ses campagnes et il y a quelques bêta-testeurs parmi les clients de Google. Et il y a certaines de ces campagnes qui explosent littéralement, c'est-à-dire qu'ils se mettent à dépenser à fond. Évidemment, ça crée un gros problème, un gros stress pour le client. Google rembourse. Euh, et ce qui se passait à l'époque, les ingénieurs nous expliquaient après, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme de prédiction était dans un état de overshooting. Overshooting, ça veut dire genre, j'ai pas la traduction, mais je suis en sur-régime, quoi. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que l'algorithme identifiait une poche
d'opportunités et de conversions. Par exemple, Mmh. il y avait 3 conversions sur, YouTube et il allait à Mmh. balle sur Ouais, sur YouTube YouTube. et il y allait comme un fou. Heu, voilà. Est-ce que c'est le même principe avec les hallucinations, aujourd'hui? Je suis pas tout à fait sûr de moi, mais je pense que Mmh. c'est un principe un peu similaire où, la machine veut tellement apporter une réponse, parce qu'elle Mmh. est mandatée pour apporter une réponse. Elle veut pas être, décevante, d'une certaine manière et donc Mmh. heu, elle va inventer quelque chose qui n'est pas dans les, données, Mmh. à sa disposition. C'est pour ça qu'un recul critique sur les outputs de l'IA est absolument essentiel. Mmh. Si je refais un parallèle avec le marketing digital, euh, les clients pouvaient optimiser soit pour des téléchargements, soit pour des téléchargements qui donnaient lieu à une action, soit pour des téléchargements qui donnaient lieu à une action qui donnait lieu à de la valeur, donc une conversion en achat, quoi. Mmh. Et très souvent, les clients disaient, bah, OK, je vais optimiser pour le téléchargement avec une action. Ça délivrait bien, on était en dessous du CPA. Mais ils disaient, par contre, ça a un ROI qui est très faible. C'est-à-dire que ces actions-là m'apportent pas d'argent. Et donc, nous, ce qu'on leur répondait, c'est écosystème, indique au système à quel moment ces événements vont générer Ouais. de la valeur. Donc, passe tes données de conversion, donc passe ton ROI à l'algorithme pour qu'il optimise pour le ROI. Aujourd'hui et demain, face à une IA générative, on est un peu dans la même situation. D'une certaine manière, il faut Mmh. feedback Mmh. à la machine et lui dire t'hallucines quoi, en fait. On Ouais. se retrouve, on se retrouve dans la même position, quoi. On se retrouve Oui, exactement dans la ouais. même position. Ouais. Mais je trouve ça rassurant parce que d'un côté, ça veut dire qu'il faut qu'on garde notre sens critique et que, on doit quand même avoir un regard un peu, distancié face aux choses et pas les prendre, arbitrairement. Et c'est sûr que c'est la vérité. Mais moi, j'ai une autre, anecdote comme ça, c'est que j'avais lu une étude qui expliquait que dans le recrutement, les gens avaient essayé d'utiliser l'IA et que comme elle prend un grand nombre de données, elle prend toutes les données et elle va pas donner une réponse logique, elle va donner une réponse qui aura les mêmes biais qu'un humain. Parce que dans les données, dans le volume de données, ben, il y a toujours les biais qu'on a, et qu'on même si on essaie de s'en débarrasser et donc ça crée des choses ubuesques ou qui n'ont pas de sens, qui est dont on voulait se débarrasser dans le recrutement, quoi. Il y a un exemple, ça c'est dans tous les bouquins d'IA, ça ressort. C'est la question effectivement des biais et des données d'entraînement. Il y a une autre autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Aurélie Jean et elle écrit sur l'IA, les algorithmes, l'IA et les relations amoureuses. Tout ça, c'est vachement Ouais. intéressant. Et j'ai peur de déformer son exemple. Il me semble euh, qu'elle cite l'exemple de quelqu'un qui demande à une IA de décrire un profil de docteur ou un parcours de docteur. Attends, c'est quoi l'histoire? Ouais, quelque chose de cet ordre-là, quoi. Mmh mh. Et la machine part complètement au masculin. Euh, voilà. Parce qu'il y a plus de docteurs hommes dans Mmh le corpus et dans le texte que de docteurs mh. femmes. Et voilà. Je pense que c'est pas tout à fait cet exemple-là, mais Mmh c'est mh. exactement ça. Puisque Mmh. la fonction de docteur est attribuée à un sexe masculin, Mmh. un genre masculin au préalable, elle va nécessairement être, c'est un biais. Mmh. Et du coup, enfin, je demande pas qu'on refasse le monde, mais la solution, c'est que, donc c'est ça, c'est qu'en fait, il y ait une sorte de critique d'opérateurs à la suite qui disent: «Ah non, là, c'est pas possible, là, ça, c'est possible, ça». Je crois que c'est ce qui se passe dans les faits, hein. Les Mmh. modèles d'IA génératifs il me semble que le terme c'est aligné. Mmh. Donc ils sont guidés quoi. Il y a un Mmh. contrôle, il y a un contrôle des outputs des IA génératives. OK. Sinon ce serait Oui, ce serait terrible. certainement certainement problématique. Et du coup, ça me permet d'aller sur un autre sujet et qui revient très souvent et qui fait peur à beaucoup de monde, c'est sur le fait que, on peut être remplacé. Donc là, déjà, j'ai l'impression que tu donnes une première réponse, c'est que, finalement, on gardera toujours notre sens critique et que c'est un peu, ben, ce qui fait que, ben, l'IA ne pourra jamais être autonome, il faudra toujours quelqu'un pour dire: «Bah, non, ça, c'est pas possible, ça, c'est possible, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai». Enfin, qu'est-ce que tu penses, face à cette phrase et comment tu, aides les gens justement à dépasser cette, réflexion de: «L'IA va me remplacer»? Je vais noter 2 trucs.
La première chose, c'est je pense que les gens sont pas remplacés, les tâches sont remplacées. Et les gens sont pas les tâches. Voilà. Je suis pas une tâche, tu n'es pas une tâche. Dernière On nouvelle. exécute, euh, on exécute des tâches et ces tâches, elles sont outsourcées, elles sont Mmh. accélérées et ainsi de suite. Honnêtement, c'était le discours de Google et je l'achète totalement parce que je l'ai observé. La tâche de sélection des mots-clés manuels, de sélection et d'optimisation des placements qui était extrêmement chronophage, compliquée et imparfaite, elle est ou elle est en cours d'être outsourcée à la machine. Voilà. Cette Mmh. tâche-là va disparaître, ce qui donne lieu à du temps libre. Et ce temps libre, il doit être réinvesti. Google recommandait à l'époque, c'était le discours, de le réinvestir sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, notamment la créativité, le monitoring, le pilotage des campagnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater à quel point l'automatisation de certaines tâches à faible valeur ajoutée permettait d'upgrader un peu le débat et la pratique et aller sur des questions beaucoup plus stratégiques, notamment la question stratégique de l'objectif. Ça, c'est un sujet qui me passionne. Je ne sais pas si je vais bien réussir à l'expliquer, mais ce que j'ai constaté dans les organisations, c'est que les organisations qui étaient rétives au changement, induit par l'IA, étaient des organisations qui étaient in love de leurs opérations et qui étaient in love du what, d'une certaine Mmh. manière. Parce que être obsédé par le faire, c'est une manière de se détourner du why. Pardon pour l'anglais, mais L'anglicisme. c'est comme ça que c'est synthétique. Plus je fais quelque chose, moins je réfléchis à pourquoi je le fais. Ouais. Et réfléchir à pourquoi je fais quelque chose, c'est inconfortable. Humainement, c'est très inconfortable. Dans quelle mesure les organisations, l'exemple concret du marketing digital, a été dans cette problématique-là? Euh, je veux pas changer parce que je suis attaché à mon run en fait des opérations et j'aime faire ça. Sauf que nécessairement, quand on mettait en place ces campagnes, ça donnait lieu à une conversation beaucoup plus stratégique à mon avis de pourquoi. Pourquoi, comment, à quel but, sur quelle géographie, pour quelle audience, avec quel message. Et donc, plutôt que de comment on va le faire, on revenait à la question vraiment originelle qui est pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Mmh Voilà. mh. Et ça, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai vu des évolutions dans les relations avec des clients qui nous permettaient d'aller de plus en plus haut dans un degré stratégique de discussion. Euh, un autre exemple qui a rien à voir, mais sur le remplacement, euh, en faisant une mission freelance dans un journal, la crainte typique avec des IA génératifs qui écrivent très bien, c'est pour le métier de journalisme, qu'est-ce que ça va devenir? Euh, et, et ce que font les organisations, c'est de signer des chartes en fait, donc un engagement, une espèce de politique qui dit les outputs de l'IA ne seront jamais, par exemple, livrés au public sans une intervention humaine au préalable. Mmh. Donc il y a à la fois un peu de policies, de réglementation en fait Ouais. interne euh, et une capacité à élever le niveau stratégique des interventions humaines. De ce point de vue-là, pour moi, c'est assez positif. C'est super intéressant parce que alors moi je vois 2 choses. 1°, j'ai l'impression que c'est inconfortable parce que ça nous sort tout le temps de notre zone de confort, mais je fais l'avocat du diable, hein, exprès, mais sortir tout le temps de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est pas vivable tout le temps. Enfin, Ouais. faut pouvoir avoir des moments où on est dans sa zone de confort, des moments où on en sort et cetera et donc là, j'ai l'impression qu'on nous force tout le temps à sortir de cette zone-là et le deuxième point, j'en ai parlé la dernière fois, je crois, mais c'était dans le sens que souvent, on c'est en faisant que, la créativité vient et donc par exemple, si on prend l'exemple d'un journaliste, est-ce que c'est pas sa créativité ne naît pas du fait qu'il fait des tâches répétitives qu'il va devoir déléguer et donc est-ce que sa créativité va arriver à une sorte de, comment on dit? De palier de verre où, il pourra pas prendre beaucoup plus de recul parce que, ben, du coup, il a plus l'habitude d'écrire, de se mettre à la place d'eux. Juste pour clarifier, dans le cadre du journalisme, je pense qu'il est hors de question que que le Ouais, journal c'était un exemple. publie des, ouais, mais c'est,
c'est très clair que ça n'arrivera pas. Enfin, Mmh. il y a plein de médias qui sont AI generated déjà. Mmh mh. Très bien, c'est super, mais je trouve que ça va nulle part, honnêtement. Euh, Voilà, c'est un avis très personnel, mais et donc ta question c'était si on perd la récurrence, on perd la créativité, c'est ça? Ouais, peut-être, oui. Ouais, moi alors je suis pas sûr d'être tout à fait que c'est exactement ce que tu veux dire, Mmh. mais euh, si je reviens à l'exemple de cette boîte d'IA générative à laquelle j'ai Ouais. postulé plusieurs fois, Mmh mh. ils disent s'il vous plaît, n'utilisez pas l'IA générative pour faire votre lettre de motivation. Euh, Et ben n'empêche que quand tu passes 3 heures à écrire ta lettre de motivation, c'est painful et c'est chiant pour le Mmh. montrer très clairement. N'empêche que l'écriture permet la réflexion. Ouais, c'est Et ça. donc l'écriture permet une forme d'introspection et d'avancer sur un projet professionnel. Donc l'exercice d'une écriture manuelle de lettre de motivation a un ROI qui est très élevé Mmh. selon moi, sur la compréhension de tes motivations, la compréhension de plein de choses. Euh, Alors que, et je l'ai fait, une lettre de Mmh. motivation en un clic sur Gemini, c'est super, c'est archi satisfaisant, euh, mais ça te fait absolument pas progresser sur tes motivations. Donc moi, je suis entièrement d'accord que la créativité est liée à la capacité d'écrire. Et que si on la perd et que si on la délègue trop, je pense qu'on va devenir débile. Non, non, Ouais, mais ça, je pense que ça se reproduira dans différents domaines parce que je pense même pour les devs, si, tu as juste appuyé sur un bouton pour refaire ton code, au bout d'un moment, ben, tu n'auras plus le recul, pour, te dire, un code est bien ou pas, avoir le sens critique, quoi. ou alors l'écriture sera une forme de méta-écriture, comme des Mmh prompts, et ça deviendra un nouveau langage. Et ce nouveau langage nous permettra de contrôler notre pensée. mh. Enfin, il faut pas l'exclure. Peut-être Mmh. on va atteindre une forme ouais, de méta-langage, quoi, de Mmh. quelque chose qui serait au-dessus de l'écriture, au-dessus du langage. Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Mmh. Oui, mais c'est sûr. Après, on est dans la réflexion. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va pas refaire le monde, hein. Et personne ne nous en tiendra à rigueur. Il y avait un autre sujet dont on voulait parler, c'est du coup tu accompagnes des entreprises sur, peut-être le changement, l'avancée sur l'IA et il y a des résistances chez les collaborateurs, mais il y en a aussi chez les managers, et quelles sont-elles déjà? Et comment tu abordes ça? Comment tu réponds aux peurs qui peuvent naître? Je pense que la résistance numéro un, c'est la peur de perte de contrôle. Euh, euh, la peur de perte de contrôle. Ouais, le contrôle, la confiance, c'est des éléments essentiels. Sur la question sur la question du contrôle, c'est vrai qu'ils perdent le contrôle. Euh, D'accord. Ils perdent le contrôle sur l'exécution, ils perdent le contrôle sur le what, Mmh. mais ils regagnent du contrôle en plus grande quantité sur le why. Donc en Ah. fait, ce qu'ils perdent d'un côté, ils le gagnent de l'autre. Et c'est pour ça, à mon avis, que l'intelligence artificielle est vraiment intéressante. Il me semble que ce qu'on fait apparaître comme feature principale de l'IA aujourd'hui, c'est sa capacité à générer des réponses. Euh, Quand on regarde les combats de coq entre les grands éditeurs d'IA générative, c'est ah moi j'ai plus de paramètres, ah moi j'ai plus de contexte, ah moi je vais plus vite, ah moi j'ai des gigaoctets de je sais pas quoi, de TPUs, de GPUs et tout. Donc cette capacité à réfléchir, à donner des réponses et ainsi de suite. Moi je pense que le vrai apport de l'IA, notamment générative, c'est de forcer à trouver la bonne question. Donc le, l'intérêt de l'IA est dans la capacité à nous aider à nous poser la bonne question. Si demain tu te retrouves face à Gemini ouvert, il va falloir que tu engages la conversation. Il va falloir que tu poses une question. La machine a la capacité de générer du contenu à l'infini, quasiment à l'infini. Euh, mais elle peut pas le faire si tu l'as pas prompté, si tu l'as pas guidé, si tu lui as pas donné un objectif. De la même manière, pour le marketing digital, une campagne de marketing digital ne peut pas automatiser avec de l'IA, ne peut pas tourner si elle n'a pas un objectif exprimé en termes de ROI cible, de CPA cible, de cost per install cible et ainsi de suite. Euh, et donc en fait, cette page blanche, cette text box là, elle est vertueuse parce qu'elle force au questionnement.
Et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça qu'elle est un peu vertigineuse, parce que elle nous met face à un point d'interrogation quasiment existentiel, quoi. Qu'est-ce que je vais bien Mmh. pouvoir lui demander, quoi? Ouais. Mmh. Euh, voilà, donc ça c'était sur la question du contrôle. Et donc, en tout cas, chez Google, on adressait ce problème, cette peur en disant, le contrôle, vous n'allez pas le perdre, vous allez le regagner par ailleurs, D'accord. en plus grande quantité et de manière beaucoup plus stratégique. Il y a la question de la confiance, les hallucinations, le principe du overshooting dont j'avais parlé pour le marketing digital, et si ça déconne, quoi, et si ça marche pas. On parle de système probabiliste, même si c'est 99% de probabilité, c'est pas 100%. C'est des systèmes déterministes qui sont à 100%. C'est des systèmes pour lesquels il y a euh, la même question va donner la même réponse. C'est des systèmes qu'on dit aussi stochastiques. J'ai appris cet adjectif il y a pas si longtemps. Stochastique, ça veut dire d'une certaine manière aléatoire. Le même prompt va jamais donner la même réponse, OK. ou quasiment jamais. Donc on est dans un système un peu de sable mouvant où euh, se, on peut pas euh, s'accouder à quelque chose de très Oui, bah, d'aléatoire de un peu, mmh, j'ai envie de dire hasardeux, quoi. hasardeux, Mmh. ouais, pas tout à fait ça, mais Mmh. c'est l'idée, ouais. Donc oui, le contrôle, les résistances, le contrôle, la confiance, le cadre. Je pense que la question du cadre réglementaire, réglementation interne, réglementation politique, au niveau de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, toutes ces choses-là sont essentielles, ouais, vraiment essentielles. Oui, oui, mais d'ailleurs, il y a en Europe, il y a l'AI Act, non, qui Mm. enfin, il est déjà un peu lancé. Il y a une autre partie qui est lancée l'année prochaine, je crois. Et ça est-ce que ça va beaucoup jouer? Tu connais un peu? Enfin, je sais pas si Je connais assez mal, honnêtement, je connais mmh, assez mal le mmh, sujet, mais j'ai trouvé intéressant le parti pris de la loi qui mmh, dit on va réglementer en fonction de la dangerosité des cas d'usage. mmh, En d'autres termes, euh, générer des lettres de motivation sur Gemini, c'est pas un problème. Lancer des médicaments sur le marché, c'est un problème. Voilà. Donc, ouais, mon exemple est certainement pas le bon, mais avoir réglementé par niveau de dangerosité, je trouve que c'est un concept assez intéressant. Parce que ça laisse libre une forme d'expérimentation sur des choses qui ont en définitive pas trop d'enjeux, en tout cas mmh. certainement pas d'enjeux humains. En revanche, des choses trop problématiques, la défense, la santé, bon là on n'y touche pas, on fait très attention. Moi, je m'y suis intéressé parce que, j'ai vu que les ATS justement, ça allait être dans une dangerosité haute, donc parce que ça va lier, ben, je pense que c'est lié au travail et donc, au biais qu'il peut avoir et donc, je m'étais intéressé un peu au sujet, je trouvais ça super intéressant. Il demandait beaucoup plus de transparence du coup, Ouais, ouais. et donc, je trouvais ça assez pertinent aussi. Et c'est un très bon point, la question de la transparence dans les résistances, il y avait ça. Mmh. Chez Google, c'était absolument, comment dire, ça arrivait quasiment tous les jours que les clients nous disent, je veux parler à un ingénieur, je veux comprendre ce qui se passe, Mmh. je veux qu'on m'ouvre le capot. Quasiment, je veux voir l'algorithme en action et voir ce qu'il fait et contrôler ses actions comme celle d'un stagiaire, quoi. C'était vraiment, Mmh. c'était la réponse technique, elle est pas simple parce que je pense que les chercheurs eux-mêmes ne savent pas toujours ce que fait, enfin, même s'ils connaissent les principes et parce qu'ils l'ont designé, mais il y a une forme de black box, hein, et les Mmh. ingénieurs en IA le disent eux-mêmes. Euh, et là, j'avais pas mal réfléchi sur ce sujet-là, la question du reporting, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on Mmh. peut, et on pouvait donner des informations quand même aux annonceurs sur l'état de calibration d'un modèle, par exemple. On Mmh. pouvait donner de la visibilité sur, ah ben, là, je suis en train d'apprendre, je Mmh. suis stabilisé, OK. ou il y a eu une altération majeure des paramètres, le budget, le cost per install, Mmh. qui me force à relearn. Et donc, je suis à Mmh. nouveau en phase En plus de la d'apprentissage. ah oui, c'est vrai que c'est Ouais. bien. Et ça rassurait, il me semble, un petit peu ça rassurait un petit peu les annonceurs. Dans cette notion de contrôle, je pense que le contrôle sur le marketing digital, c'était très sensible. Dans une première version du produit, les annonceurs étaient complètement dépossédés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient quasiment plus rien faire, en fait. Et Mmh. c'est ça dont il était question, c'est sur quoi je peux cliquer dans l'interface pour Mmh. me donner l'impression que je travaille, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'était extrêmement angoissant pour les Mmh. annonceurs euh, qui utilisaient cette solution. Au fur et à mesure du temps, Google a réintroduit des fonctionnalités qui étaient utiles à l'algorithme du style.
indique à l'algorithme des signaux additionnels qui vont aider l'algorithme à trouver les bonnes audiences. Ça peut être effectivement une liste d'audience de gens qui ont converti dans le passé pour que les réseaux trouvent des profils similaires, des sortes de lookalike. Il y avait la capacité en fait, de pousser de la donnée additionnelle de qualité à Mmh. l'algorithme pour qu'il aille. Et là, je pense que les annonceurs, et nous aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on était frustrés de la même manière que les annonceurs, parce que mon métier, c'était de Mmh. la gestion de produits, et qui dit gestion de produits, dit gestion de features, quoi. Oui, Quand tu bien enlèves sûr. toutes les features et que tu mets tout dans un algorithme, et ben toi-même, en tant que Google, tu es dépossédé de ton travail. Enfin, Mmh. donc on a vécu la même chose. Et donc au fur et à mesure, les annonceurs retrouvaient une forme de contrôle sous la forme de, c'était feed the machine. C'était comme ça qu'on Mmh. disait, sous la forme de, je vais orienter l'algorithme en lui donnant, en étant en fait l'assistante de l'algorithme, en lui donnant des éléments Mmh. euh, pertinents pour sa quête. Non, mais je comprends totalement. Moi, c'est un peu éloigné de ça, mais j'ai souvenir à un moment, quand je bossais beaucoup sur Instagram, on avait eu, le président d'Insta, le gérant d'Insta qui avait dit: «Oui, on sait plus ce qui se passe dans l'algo, donc on sait plus pourquoi on vous pousse ça ou pas, mais on sait que ça Ça marche, quoi». marche. Et c'est vrai que quand tu entends ça, tu es en mode: «Hein?» C'est très bizarre et après ils ont introduit beaucoup plus de statistiques. Ils ont mis beaucoup on avait accès à beaucoup plus de statistiques sur les comptes et donc j'avais l'impression que c'était un peu pour nous rassurer, pour nous dire: «Bah, vous avez encore un peu la main là-dessus, vous pouvez Hmm. comprendre, ce que nous on comprend, même si c'est pas tout, quoi». Donc je comprends totalement ce que tu veux dire. Je comprends pourquoi les annonceurs réagissaient comme ça. Hmm. Génial. Maintenant, tu as parlé d'accompagnement, d'être un peu l'assistant. Est-ce que tu penses que l'IA, c'est hyper intéressant pour, ben, apprendre, s'éduquer? Comment tu vois les usages qu'on pourrait utiliser justement pour de la formation, tu vois, dans un métier? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Parce que du coup, on a vu qu'il y avait pas mal de 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 limites. À quel point on peut se servir de ça pour, apprendre, s'améliorer? Maintenant. Pour la question de l'apprentissage, Ouais. c'est une bonne question. Je vais commencer par une réponse un peu vieux jeu. Enfin, je suis pas encore vieux, mais bientôt bien. Ah, Et tu bah, non, mais par exemple, j'ai deux filles mmh, qui sont jeunes, hein, 5 et 3, mais j'aurais tendance à imaginer leur éducation, une éducation complètement déconnectée, à savoir OK. avec une feuille de papier, un livre, comme nous on a fait, quoi, Mmh, à notre génération. Et je dis ça parce que je suis vieux jeu d'une part, mais aussi parce que je m'interroge vraiment sur la question, sur la capacité du cerveau à s'adapter au rythme de la machine. Alors évidemment, on peut créer des interfaces qui ont un rythme qui est propre à la capacité d'ingestion du savoir. Ça c'est évident. Mais quand je pense à mon rapport avec Gemini, ChatGPT et tous les autres, je pose une question, donc je veux apprendre sur un sujet de finance, de fiscalité, d'outils, de lead gen, n'importe quoi. J'ai posé une question et en fait, je me rends compte que mon cerveau parcourt les réponses plus qu'il ne les ouais, qui les intègre. ingère, plus qu'il ne les Mmh, observe, plus qu'il ne prête attention. Et cette forme d'accélération, bon, elle m'inquiète et je pense qu'il y a enfin, j'ai un doute en fait sur la capacité d'apprendre de cette manière-là. mmh, Pour moi, l'apprentissage est intrinsèquement lié à la notion de lenteur. Euh, je prends des cours de piano et c'est quelque chose que me répète toutes les semaines mon prof de piano. Il me dit, tu peux pas demander à ton cerveau d'ingérer une telle quantité d'informations quand tu déchiffres un nouveau morceau. Voilà. mmh, Euh, mmh. donc, euh, fais deux mesures. Voilà. C'est déjà beaucoup. Fais quatre mesures, fais une ligne, fais une page, mais pas plus. Et donc, euh, apprentissage et rapidité, en fait, j'y crois pas une seule seconde. Et quand on dit apprentissage et technologie, alors c'est moi qui j'ai un biais cognitif, enfin j'ai un biais, hein. L'apprentissage et Mmh. la technologie n'impliquent pas nécessairement la rapidité, mais en tout cas, les technologies dans leur état aujourd'hui, elles incitent à la rapidité, elles incitent à Mmh. l'accélération, alors que précisément c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est une Mais belle c'est réponse. très personnel. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, je suis plutôt d'accord. On a parlé plein de sujets. J'aimerais faire un point sécurité maintenant, rapidement, faire un peu en conclusion, parce que je pense que c'est aussi, quelque chose dont on parle beaucoup, les nouvelles évolutions en termes de sécurité dues à l'IA. Hem Et je pense aussi que c'est un peu ça aussi qui préoccupe, beaucoup, les entreprises. Parce que
nous dans le recrutement, on voit beaucoup que il y a l'enjeu de l'IA et l'enjeu de la cybersécurité qui sont un peu liés Mmh. et bah, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus sur, bah, est-ce qu'il y a des risques vraiment ou est-ce que, ben, on a un peu peur pour rien? Enfin, qu'est-ce Ça, c'est pas mon domaine d'expertise, numéro 1, donc oui, bien sûr. je veux pas dire de bêtises. L'IA est certainement une opportunité pour la détection des menaces. Mmh. Si on prend l'exemple d'une fonctionnalité de Gmail qui est, le spam detection, voilà, sur quelque chose d'assez anodin, hein, mais qui à l'époque a dû poser beaucoup de problèmes, avec des rançonneurs, et ainsi de suite. L'IA est une technologie qui permet de lutter contre une forme de menace, sécuritaire. Ça, c'est évident. De la même manière, l'IA peut être aussi un accélérateur formidable pour les menaces sécuritaires. Donc, j'ai je donne Oui, une c'est le réponse premier simple. qui saura utiliser l'outil, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai pas de très bonne, Non, mais c'est aussi pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une accélération. C'est que finalement, heu, il y a aussi cette peur-là qui fait qu'on se dit: «Bon OK, il faut que je m'y mette maintenant parce que sinon, encore une fois, je vais me sentir dépassé». Et pour une petite dernière question, c'est quoi ta vision, sur les prochaines années, heu, de l'IA et de ce qu'on est en train d'en faire dans le métier? c'est pas une question difficile. Un une idée qui pourrait être, heu, utile, c'est, je sais pas si tu vois dans les conférences, dans les white papers, dans les publications, c'est très souvent c'est IA et quelque chose. IA et RH, IA et santé, IA et environnement, IA et cybersécurité, comme tu l'as fait. Mmh. Mmh. Donc en fait, entre IA et autre chose, il y a toujours cette conjonction de coordination. Voilà. Mmh mh. Ce qui indique quand même, qui est très symptomatique, quoi. Ce qui veut dire que Mmh. l'IA n'est pas nécessairement embed dans Mmh mh. là où elle devrait être. C'est Ouais, encore une réalité adjacente. ouais, c'est vrai. Elle est parallèle, elle est adjacente, elle est pas intégrée. Une vision pourrait être précisément la disparition du mot intelligence artificielle. Voilà. OK. Donc on ne parle plus Mmh. d'intelligence artificielle parce Elle est intégrée elle partout. est ambiante, quoi. Elle est intégrée de partout. Ça fait un peu, science-fiction, mais quand je dis ambiante, c'est, hem, là on parle de la technologie comme de quelque chose qui est extérieur à comme quelque chose d'extérieur. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de porosité, via l'intégration de l'IA dans les processus métiers, et donc l'IA en tant que telle on n'en parlera plus quasiment. Ce sera une bonne chose parce Mmh. que ça commence un peu à nous taper sur le et Et on ce fait un sera sujet là-dessus, hein. ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, je rigole, bien sûr. Mais c'est peut-être c'est pas une vision, mais c'est une possible réalité. Oui, c'est vrai, c'est intéressant que ce soit tellement acquis, que ça devient presque imperceptible. Je trouve ça hyper intéressant comme, logique. Mmh. Et je pense que oui, c'est vrai parce que finalement, il y a plein de choses dont on se pose même plus de questions et que la lumière, tu vois? Je pense à la lumière, l'énergie, forme d'énergie et cetera, où on se pose même plus la question, quoi. Une autre vision, c'est un peu plus, c'est moins bien articulé, mais j'ai entendu, donc Aurélie Jean, que j'ai déjà cité dans un bouquin, sur, Amour et sexualité, au temps Mmh, des algorithmes, un excellent mmh, livre, et elle parle d'une forme de relation à 3, entre, le couple homme-femme ou peu importe mmh, les orientations, et un troisième élément. Et ce troisième élément, ça peut être, l'algorithme, ça peut être l'IA, quoi. Heu, une autre anecdote, j'ai entendu, l'ancien, CEO de Sarenza, dans une conférence dire, «L'IA sera le troisième sexe». Voilà. Et donc on retrouve un peu cette même idée dans ces 2 inputs, différents, et ça m'a beaucoup, fait, cogiter. Une autre vision, ce serait une forme de passer d'un duo à un trio, quoi. On passerait de quelque chose de binaire à quelque chose de mmh, ternaire. Heu c'est cette nouvelle manière de collaborer à 3 qui mmh. définirait en fait, pas mal de choses, à l'avenir. Voilà, bon là je plane un peu là, mais en tout cas Non, mais je comprends. c'est une idée Mmh. que j'ai envie Mmh. mmh. C'est une sorte de médiateur ou de, ouais, c'est marrant. Mais en fait, ça me fait rire parce que enfin, c'est complètement à part, mais j'avais une discussion avec mon cousin qui me disait, ce serait drôle qu'à un moment donné, quand tu rencontres quelqu'un, le premier truc que tu fais, c'est de lui montrer ton algo
d'un de tes réseaux social, qu'au lieu de dire: «Oui, bah, ouais, j'aime bien ça comme passion», tu dois lui montrer ton algo YouTube et du coup, il voit tout ce que tu regardes et il peut comprendre qui tu es à ton algo et donc ça me fait C'est penser un chaud. peu à ça. C'est chaud, oui, on a ça avait beaucoup rire quand elle a dit ça, j'étais en mode: «Ah OK, tu imagines? C'est très intime, hein?» C'est super intéressant parce que, Aurélie Jean, dans cet essai-là, elle Oui. dit exactement ça. Elle dit au début, moi, c'est dans le cadre d'une relation Mmh amoureuse, mh. il y a une rencontre, et après la rencontre, c'est, «File-moi ton Insta, file-moi ton WhatsApp». Et il Mmh. y a en fait, il y a une tierce personne, enfin, c'est pas une personne, mais il y a Mmh. un tierce élément, un tiers Entité, ouais. élément, Mmh entité mh. qui vient, s'immiscer. Et à travers Instagram, et ben, on connaît les goûts des uns et des autres. Ouais, c'est ça. On follow les mêmes, artistes. Ah, on a les mêmes passions, on a les donc ce que dit ton cousin est tout à fait, pertinent, et à mon avis, il est déjà, à l'œuvre, en fait, Mmh. discrètement, mais c'est déjà à l'œuvre. Bon, merci pour cet échange. Franchement, c'était hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont adoré toute notre discussion. Excellent. Heu, J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, ouais, j'adore les discussions comme ça. En tout cas, bah, je demande aux gens de continuer à s'abonner. Est-ce que tu as une action que tu aimerais qu'ils fassent? Regarder ce que tu fais sur, LinkedIn ou quelque part ou? J'aime beaucoup écrire, Mmh. et j'aime beaucoup écrire, j'écris des chroniques amusées sur l'IA, donc c'est des chroniques qui permettent de prendre un peu de recul, via, une forme d'humour. Je sais pas si c'est drôle, mais bon, j'aime rire un peu de Mmh. cette réalité-là, et donc si ça intéresse des gens, être lu, ça fait toujours plaisir, quoi, et avoir des retours. Voilà. Bah, j'espère qu'ils iront voir. Merci, Merci. à bientôt. À bientôt.